j'ai l'impression que tu parles d'un mort un peu, mais bon. Oui, j'ai connu la fin des grandes années du rock, parce que les grandes années du rock, ça a commencé en 63 avec l'arrivée des Beatles et des Stones, et toute cette période-là, c'était vraiment l'âge d'or. Donc moi j'ai connu la fin de cet âge d'or-là en 79, quand j'ai arrêté mes études de droit pour devenir journaliste musical, rock critique et aficionado du rock. Je vais te faire une réponse de Normand. Oui, mais oui et non. Oui, il y a eu au passé des Abbey Road français. Aujourd'hui, il y a toujours un Abbey Road qui fonctionne et on enregistre des choses vivantes. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment en France de très très grands studios internationaux qui attirent les stars étrangères, quoi. Il y a des super studios, qualitatifs, tout ce que tu veux, mais je ne pense pas que les stars du rock ou les grands artistes mondiaux se précipitent au portillon pour venir enregistrer en France, comme c'était le cas dans les années 70 et 80. Je ne suis pas un grand spécialiste du droit fiscal britannique, mais à mon avis, si autant d'artistes anglais et américains sont venus enregistrer en France dans les trois quarts des années 80, enfin, ou jusqu'aux trois quarts des années 80, c'était aussi, je pense, en partie pour des raisons fiscales. Alors, je vais faire... voilà, il y a d'abord celui-là, que tout le monde connaît, hein, Exile on Main Street, que les Stones sont venus enregistrer en France, non pas dans un studio, mais dans une sublime villa du sud de la France, qui s'appelle Nelcott. Et la raison du choix, elle était surtout fiscale, faut pas se leurrer. Et puis aussi le climat, je présume, il fait plus beau dans le sud de la France qu'en Angleterre, mais surtout les Stones voulaient échapper au fameux Taxman que chantaient les Beatles. Et en venant enregistrer en France, ça coûtait moins d'argent que de travailler en Angleterre. Là, il y a eu deux très très grands studios en matière de superficie à Paris. C'était Davout, où tu pouvais mettre un grand orchestre, enfin, un espace incroyable comme une cathédrale, quoi. Et les studios Pathé Marconi, c'était vraiment ça, c'était un immense espace. C'est d'ailleurs ces studios qu'on voit dans le film de Godard, One Plus One, quand ils ont enregistré Sympathy for the Devil. C'était toujours au studio Pathé Marconi. Donc celui-là, il a disparu assez rapidement, parce que avec la hausse du mètre carré immobilier, c'était plus rentable pour Pathé de vendre que de continuer à faire tourner le studio. J'ai même fait un article paru dans Best en 85 en jouant sur le jeu de mots Paris-Ville-Lumière, j'avais fait pareil Ville-Son. Et c'est vrai que cette année-là, il y avait une concentration incroyable d'artistes, quoi. Alors les Eurythmics, que je connaissais bien, qui eux enregistraient dans un studio de répétition qui était rue de Bagnolet, à côté d'une salle de danse, donc il fallait cohabiter avec les danseuses. Mais là, Dave Stewart avait tout importé d'Angleterre, quoi. Je crois que je raconte ça dans le papier, y compris les cotons-tiges pour nettoyer les têtes de lecture des magnétophones. Donc ils avaient... Mais c'était un petit 8 pistes basique. Aujourd'hui, n'importe quel gamin dans sa chambre, sur son ordinateur, il a 1 million de fois de plus de possibilités que ce qu'avait Dave Stewart. Mais Dave, il était super inventif, il trouvait des trucs, il faisait chanter le livreur de pizza, et il samplait juste un cri du livreur de pizza qui réinjectait en rythme dans la chanson. Il tapait sur un fauteuil et il repassait à la moulinette de ses machines pour en faire une batterie. Enfin, c'était vraiment un mec très inventif, Dave Stewart. C'est pour ça que Eurythmics c'était un super groupe. Et puis bon, ils aimaient bien... Ah oui, alors quand même, bien sûr, ils aimaient bien Paris, tous. C'est pas juste l'appât du gain qui les faisait venir en France. C'est vrai qu'il y a la bonne chère, le bon vin. C'était pas désagréable non plus. On les a pas forcés.
Oui, oui, mais pas en taille, mais en importance, bien sûr. C'est un studio génial où Cure et un de mes groupes fétiches, Echo and the Bunnymen, a enregistré. Ben, d'ailleurs, Ocean Rain a été enregistré en partie au studio des Dames. Pareil, dans le papier, je l'ai relu, Robert Smith faisait ses voix au fin fond des chiottes parce qu'il aimait bien l'écho de la pièce, etc. C'était un peu à l'arrache, mais c'est ce qui faisait le charme de ces vieux studios pleins de personnalité, quoi. Et pour mémoire, les albums sonnaient super bien, quoi. Bah, Montserrat, c'est hélas le réchauffement climatique qui l'a tué, puisque l'île a été évacuée. Le studio R de Montserrat, il a fermé parce qu'il fallait évacuer l'île, que les habitants ont été évacués, parce que c'était plus vivable. Et le studio, il est laissé à l'abandon, quoi, comme Pompéi aujourd'hui. Donc ça, c'est une cause de mort de studio rare, mais ça existe. Et puis les studios meurent parce que le mètre carré habitable devient tellement cher que c'est plus rentable de construire des bureaux ou des appartements. C'est le cas de Davout, par exemple, qui a fermé il y a à peine 2 ans, qui va devenir un immeuble d'habitation parce que le prix du mètre carré vaut beaucoup plus cher que ce que peut rapporter le studio. Mais encore une fois, il n'y aura plus jamais d'immenses studios comme Pathé Marconi où on pouvait mettre l'orchestre de la garde républicaine au grand complet ou des orchestres classiques au grand complet, quoi. C'est fini. 1, 2, 1, 2. Et Mancelet, moi je l'ai connu, hein, mais c'est quand même le seul mec qui m'a laissé l'interviewer pour la télé en filmant ses pieds, quoi. Faut quand même être un peu starbé, quoi. Il a tout vendu, tout donné. Dans la maison abandonnée, on entend ses pas résonner. Y a plus qu'une ampoule allumée, y a plus qu'une ampoule